sur la salle de Cial Talks. Je suis Marc-Antoine, votre maître de cérémonie, journaliste. Je suis heureux de vous retrouver. Nous avons cette fois-ci une table ronde autour du nouvel omnivore. Comment concilier recommandations nutritionnelles, objectifs environnementaux, enjeux de production agricole, pouvoir d'achat et plaisir. Alors, nous avons une belle question. This session will be in French. If you do need translation, do not hesitate to ask our hostesses that are at the front desk for translation if you need headsets. Voilà, cette session sera en français. Nous sommes bien heureux de pouvoir accueillir les membres du conseil scientifique de l'Institut for Positive Food. Nous allons accueillir le professeur Daniel Thomé, qui est professeur honoraire de nutrition humaine, Dr Pascal Ebel, directrice associée de Seaways, Dr Nicole Darmon, directrice de recherche honoraire à l'INRAE, experte en nutrition et santé publique. Et puis nous aurons aussi le Dr Jean-Louis Perrault, directeur de recherche honoraire en agriculture à l'INRAE, mais qui sera avec nous en vidéo. Nous allons le voir dans quelques instants. Et je vous demande d'accueillir bien fort notre panel. Veuillez accueillir Daniel Thomé, Pascal Ebel et Nicole Darmon, s'il vous plaît. Bienvenue. Là, je vous laisse prendre un micro. Bienvenue et merci de nous rejoindre. Servez-vous en micro, sinon on ne vous entendra pas. Merci beaucoup. Bon, alors les recommandations pour aller vers une alimentation plus saine, plus durable, sont communiquées régulièrement par des organismes prescripteurs comme les autorités, le monde médical, les associations de consommateurs, les médias. On a beaucoup d'informations, mais c'est pas facile à adopter. Le consommateur, il est soumis à de nombreuses contraintes, de nombreux messages prescriptifs. Par exemple, consommer moins de viande rouge, pas trop de produits trop riches en gras, en sel, en sucre, augmenter la part des denrées d'origine végétale, évidemment, notamment les légumineuses, faire attention à sa santé, mais aussi protéger l'environnement. Enfin bon, moi j'ai beaucoup d'informations et donc c'est pas facile à concilier, c'est pas facile toujours à comprendre non plus. Au final, comment on peut faire? C'est ça la question, c'est ce qu'on va découvrir, un petit peu discuter ensemble. Et on va prendre un exemple très précis cette fois-ci, c'est la réduction de la viande rouge. La recommandation de réduire la viande rouge. On nous dit que c'est bon pour la santé et pour l'environnement, mais concrètement, et ça c'est une question pour vous trois, concrètement, qui doit réduire et de combien doit-on réduire? Alors écoutez, j'ai pris des notes parce que je veux vous donner allez-y, moi aussi. je vais vous donner des chiffres exacts. Selon la dernière enquête Esteban, qui est une enquête française sur les consommations alimentaires des Français, en particulier pour les adultes, en fait, il faut regarder le pourcentage de personnes qui se situent au-dessus des recommandations maximales de consommation. La recommandation maximale de consommation, c'est de 500 grammes par semaine pour la viande rouge et de 150 grammes par semaine pour la charcuterie. Eh bien, parmi les adultes français, il y a 24% des femmes et 41% des hommes qui sont au-dessus de la recommandation pour la viande rouge et 57% des femmes, mais 70% des hommes qui sont au-dessus de la recommandation maximale pour la charcuterie. Donc, ça fait quand même pas mal. Donc, la tendance, c'est qu'on aurait tendance à manger un peu plus de charcuterie que ce qui est recommandé. Ben oui, largement. En grande part. Surtout les hommes. 2/3 des hommes consomment plus que le maximum recommandé. Ça va peut-être avec l'apéro, j'imagine. Oui, pas seulement. Justement, ça peut être aussi au repas. Avec le repas. Ok, très bien. Et Daniel, merci Nicole. Daniel, sur cette question. Oui, alors, qui doit réduire la viande rouge? Ceux qu'on consomme trop. C'est clair. Oui. La limite, tout le monde est à peu près d'accord sur les 500 grammes par semaine. Alors, pourquoi c'est important? Ce qu'il faut aller regarder, parce que là, on n'est pas en discussion de dire on va rendre tout le monde végétarien. Pourquoi pas? Je veux dire, il y a des gens qui consomment pas du tout de viande, et on sait très bien que ça demande une gymnastique un peu de calcul de l'équilibre nutritionnel. Et alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'apporte la viande rouge? Ce qu'il faut savoir, c'est que la viande rouge, en fait, quantitativement, ce que ça apporte beaucoup, c'est des protéines. Et quand on regarde, on va dire par exemple, si on prend 100 grammes de viande, ça va apporter une trentaine de grammes de protéines, entre 20 et 40, suivant le type de viande, etc., ou entre 20 et 35.
Alors, c'est important parce que, mais alors, qu'est-ce qu'il y a à côté des protéines dans la viande, hein? Si on dit, par exemple, il y a 30 grammes de protéines, mais ça fait 100 grammes. Ben, le surplus pour arriver à 100 grammes, c'est de l'eau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la viande, c'est de la protéine, quoi. Alors, la viande maigre, évidemment, la viande rouge, plutôt de la viande maigre. Après, il y a des viandes qui ont plus ou moins de gras, etc. Mais ça reste quand même très élevé. Et c'est un peu ça qu'il faut avoir en tête. C'est l'aliment qu'on connaît, en fait, en termes de matière sèche, comme on dit. Une fois qu'on a enlevé l'eau, il n'y a pas d'aliments qui contiennent autant de protéines, quoi. C'est-à-dire, quand on dit, par exemple, vous voyez, certaines graines végétales, les graines de soja qui sont assez riches en protéines, en poids, elles vont apporter aussi aux alentours de 30% de protéines, quelque chose comme ça. Ça peut monter à 35. Mais qu'est-ce qu'il y a à côté? C'est pas de l'eau. Il y a des lipides, il y a de l'amidon. Vous savez, je veux dire, si on regarde en matière sèche, on va monter, je dirais en tête peut-être 35% de protéines, ça peut viser les 40%, mais on n'arrive pas à des teneurs comme la viande rouge, quoi, et la viande maigre avec autant de protéines. Alors pourquoi c'est aussi important ce rôle d'apport de protéines? Parce qu'en plus, bon, il y a beaucoup de protéines, c'est-à-dire quand on voit quelqu'un qui a, on va dire, à peu près c'est 500 grammes par semaine de viande, c'est-à-dire par jour 60, 80, 90 grammes de viande par jour, je dirais presque les protéines dans son apport nutritionnel, on regarde plus. On est à peu près sûr qu'il va avoir son apport de protéines, quoi. Parce qu'évidemment, il y a des protéines ailleurs, donc avec le complément qui est apporté par les autres protéines, on va dire l'apport de 40, 50 grammes de protéines qui est le besoin de l'adulte humain, il est couvert, quoi. Et donc l'intérêt, pardon de vous interrompre, mais l'intérêt là, si on remplaçait la protéine animale par une protéine végétale, de légumineuse, c'est qu'on a autre chose que la protéine qui vient apporter. Alors, il y a un aspect quantitatif, mais il y a aussi un aspect qualitatif. C'est-à-dire, en plus, les protéines, non seulement il en faut une certaine quantité par jour, je dirais, vous voyez, une cinquantaine de grammes par jour, ça va bien, 40-50 grammes. Oui. Mais en plus, il y a un problème de qualité de ces protéines. Sans rentrer dans le détail, les protéines sont fabriquées avec ce qu'on appelle les acides aminés. Elles sont composées d'acides aminés. Et dans ces acides aminés, il y en a 20 dans la structure des protéines, mais il y en a 9 qui sont indispensables. C'est-à-dire, l'organisme est obligé. C'est un peu comme des vitamines. Si on les a pas, l'organisme ne peut pas fonctionner, quoi. D'accord. Et il y en a plus dans les protéines animales et en particulier dans la viande que dans les protéines végétales. C'est-à-dire, on peut pas dire c'est exactement pareil. C'est pas équivalent. Ouais. Voilà, donc, faut aller regarder un peu. C'est pour ça d'ailleurs que les végétariens qui vont consommer que des végétaux comme source de protéines, faut qu'ils fassent attention à combiner des protéines qui se compensent sur un problème de qualité, quoi. D'accord. Très bien. La consommation moyenne de viande, Nicole, chez l'adulte? Alors, chez l'adulte en France, la consommation moyenne de viande, c'est 124 grammes, toute viande confondue, incluant viande rouge. En fait, il y a un quart de volaille, la moitié de viande hors volaille et encore un quart de charcuterie. Alors, on a fait une étude récemment entre la Société française de nutrition, le réseau Action Climat et le bureau d'études MS Nutrition. Et on a posé la question de savoir est-ce que c'est possible de réduire de moitié cette consommation moyenne de 124 grammes par jour, tout en assurant parfaitement la couverture de tous les besoins nutritionnels, protéines, oui, mais aussi fibres, vitamines, minéraux, acides gras essentiels, etc. Et sans avoir recours à des produits enrichis ou des suppléments vitaminiques et minéraux. Et en fait, évidemment, la question a été posée parce qu'on sait que quand on réduit la viande, on va réduire les impacts environnementaux et en particulier l'impact carbone. Et effectivement, la réponse est oui, c'est possible. On peut réduire de moitié cette moyenne, à condition de, par ailleurs, justement, compenser par un apport de végétaux de bonne qualité, des végétaux sains, assez peu transformés, comme les produits céréaliers complets, les légumineuses, les fruits et légumes, bien sûr, les fruits oléagineux qui sont très peu consommés en France. Et si on fait ça, et si et seulement si on fait ça, à ce moment-là, on va avoir une alimentation très bien équilibrée sur le plan nutritionnel, qui va être moins impactante, puisque celle-ci, on avait calculé que ça faisait à peu près une réduction de 35% d'impact carbone,
Et en même temps, peut-être qu'on pourrait gagner aussi en budget, puisque ce serait à peu près 10% moins cher. Donc c'est possible, mais attention, c'est une moyenne. Donc derrière la moyenne, il se cache toujours une grande variabilité. Donc c'est pas tout le monde qui doit réduire de moitié, mais si on voulait réduire de moitié, il faudrait faire comme ça. D'accord. Donc, si par exemple on réduisait de moitié la viande pour remplacer par des pâtes, des chips et des biscuits, ça marcherait pas. Oui, non. Parce que on réduirait l'impact carbone, on réduirait le coût, mais par contre pour la santé, bonjour, les dégâts. Non, il faut regarder ça d'une manière globale. C'est une approche globale de l'alimentation. Voilà. D'accord. Et alors, peut-être pour entendre Pascal, une minute sur le comportement des consommateurs. Oui, quel est-il? Alors, en ce qui se passe du côté des consommateurs et donc des enjeux sociaux et culturels, c'est qu'évidemment en France, on avait quand même une consommation de viande qui était forte par rapport aux autres Européens, et on a une prise de conscience sur les questions de santé, et c'est avant tout cette question-là qui fait que certains vont changer leur régime alimentaire. Les régimes alimentaires n'ont jamais autant bougé que depuis une dizaine d'années. Et donc, on va avoir à peu près un tiers des Français qui se déclarent ou flexitariens ou végétariens. Ça stagne depuis 5-6 ans, donc c'est vrai que ça bouge plus du tout. Et en termes de comportement, on va en effet avoir cette partie des consommateurs, les un tiers, qui vont consommer plus de légumineuses, plus de plats végétariens tout près. Et on voit que c'est un mouvement qui est tiré par les très jeunes, donc c'est générationnel, mais surtout les jeunes qui sont à haut capital culturel, c'est-à-dire ceux qui ont un niveau de diplôme plus élevé que les autres et qui veulent prendre en compte leur santé. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment cette notion de One Health qui venait des pouvoirs publics et qui aujourd'hui est portée par 26% des consommateurs. Je viens de mesurer ça en septembre. On a vraiment des gens qui considèrent qu'avoir une alimentation saine et durable, c'est avant tout pour préserver sa santé et la santé de la planète. Mais ce n'est qu'un tiers de la partie des consommateurs. Et dans les comportements liés au mode de vie, on a en effet une hausse de la consommation de viande sous forme d'ingrédients qui s'insèrent dans les produits qui sont consommés en restauration hors foyer. C'est ça qui progresse en termes de marché aujourd'hui. On achète de moins en moins pour manger à domicile, mais on sort de plus en plus. Et cette consommation de viande rouge qui va être intégrée dans des nouvelles cuisines exotiques, le plaisir aujourd'hui, c'est au travers des émotions, des nouvelles expériences. Et donc, c'est de la consommation de viande qui se fait avec une très forte partie qui est importée, puisqu'on est à 75% de la viande rouge consommée en restauration hors foyer qui vient de l'import. Donc, ça pose évidemment des questions aussi en termes d'agriculture. Merci beaucoup. Et 75%, c'est énorme. Et sur la dimension système agricole et l'environnement, je crois que nous avons une vidéo justement de Jean-Louis qui va nous en dire quelques mots. Oui, bonjour à tous. Donc, si on en vient à l'agriculture, je dirais c'est un petit peu comme les questions sur la santé, c'est-à-dire il faut avoir une vision équilibrée des choses et peut-être se repositionner dans une approche plus globale de One Health. On vient de beaucoup parler de la santé du citoyen, du consommateur via son alimentation, mais il faut aussi assurer la santé de l'agriculture et des écosystèmes, puis la santé des animaux aussi, donc c'est l'approche One Health. Et donc là, on va être plutôt sur la santé des écosystèmes, et là aussi, il faut une vision pondérée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer le végétal et l'animal, il faut juste travailler pour qu'ils soient bien complémentaires les uns avec les autres. On ne peut pas imaginer une agriculture sans élevage. Et en même temps, on voit bien que l'élevage aujourd'hui pose un certain nombre de problèmes environnementaux, trop intensifs à certains moments, trop concentrés sur certains territoires. Donc, il faut retrouver les zones où l'élevage rend de véritables services, notamment en mangeant les fractions du végétal que l'homme ne peut pas manger, l'élevage de brasserie, des cultures de betteraves, l'herbe, et puis bien valoriser ces effluents, ce qui permettrait d'économiser des engrais azotés, et puis d'assurer une bonne autonomie alimentaire des troupeaux, notamment en évitant les importations de soja à travers des cultures de légumineuses faites en France. Parce que même si on change beaucoup nos régimes alimentaires ou qu'on les fasse évoluer vers plus de légumineuses, au bout du compte, même 66 millions de Français, ça ne fera pas des dizaines de milliers d'hectares de légumineuses.
Donc si on veut, par contre, on peut avoir beaucoup plus de légumineuses dans nos cultures parce que les animaux les mangeront à la place du soja. Donc je trouve que c'est ces grands équilibres-là qu'il faut retrouver. Et du coup, la question qui va se poser derrière, c'est comment la puissance publique, les filières vont s'organiser entre elles pour aller vers une agriculture beaucoup plus durable, beaucoup plus agroécologique et qui va finalement produire ce dont on a besoin pour se nourrir. Alors qu'actuellement, même déjà, on voit bien que nos régimes sont partiellement déséquilibrés et que ce déséquilibre fait qu'on importe beaucoup, une partie non négligeable de notre alimentation. Donc il faut retrouver, c'est l'ensemble de ces équilibres-là qu'il faut retrouver, et j'insiste vraiment là-dessus, retrouver une bonne complémentarité culture-élevage. L'élevage, notamment la viande rouge, finalement, c'est produit par des ruminants qui sont sur des prairies permanentes. Et ces prairies permanentes entretiennent la biodiversité. C'est le biotope le plus riche en biodiversité sous nos climats européens. Ça maintient des territoires de montagne, le grand massif central, par exemple, les zones de montagne, la production laitière aussi, mais un peu moins. Donc c'est tous ces équilibres-là qu'il faut retrouver. Et il ne suffirait pas de dire, par exemple, il ne faut plus manger de viande rouge. C'est qu'est-ce qu'on fait sur tous ces territoires où finalement il y a des troupeaux qui entretiennent l'espace. Voilà. Merci beaucoup Jean-Louis. On entend aussi qu'il faut manger des produits frais, de saison, et qu'il faut cuisiner soi-même. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça, Nicole? Moi, je veux bien répondre sur la cuisine. Oui. En fait, c'est vrai que c'est beaucoup valorisé, et d'ailleurs, c'est même recommandé par les pouvoirs publics. Vous savez peut-être que le programme national nutrition santé en France donc recommande de cuisiner soi-même. Même s'il n'y a pas vraiment d'effet absolument démontré sur la santé. Ce qu'on sait, c'est que les gens qui cuisinent sont aussi des gens qui consomment plus de légumes et de fruits, mais on ne sait pas si c'est parce qu'ils cuisinent qu'ils en consomment plus ou parce qu'ils aiment les légumes qu'ils cuisinent plus. Donc, oui. On peut pas trop démonter la relation de cause à effet. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, quand on cuisine, ça peut permettre de maîtriser les quantités, la qualité, et donc d'avoir un pouvoir un peu sur son alimentation. Mais il y a quand même quelques mais. Le premier, c'est qu'il y a des gens qui cuisinent, certes, mais qui cuisinent avec beaucoup de beurre, beaucoup de sel, qui mettent des lardons partout, par exemple. Je pense que vous en connaissez tous. Donc, dans ce cas-là, c'est pas forcément favorable de cuisiner. Le deuxième mais, c'est que cuisiner, c'est pas forcément moins cher. En moyenne, ça doit l'être un petit peu. Enfin, on a fait une étude qui montre que ça peut être un petit peu moins cher, mais pas tout le temps, ça dépend des produits. Mais ça n'est moins cher que si on ne comptabilise pas le temps passé à faire la cuisine. Et le troisième mais, c'est que le temps passé à faire la cuisine, 75%, c'est du temps féminin en France encore aujourd'hui. Donc, toute injonction à cuisiner soi-même, en fait, est une injonction qui va peser plus fortement sur les épaules des femmes. D'accord. Et la problématique du pouvoir d'achat, justement, par rapport à l'achat de produits frais, en fait, si vous pouvez nous en dire quelques mots sur ça. Alors, il faut faire attention parce qu'on a eu une très forte inflation. On a eu plus de 22% en 2 ans d'inflation alimentaire. Et on a 37% des Français qui sont en insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire, ça se mesure avec une batterie de questions qui déterminent des individus qui sont obligés de sauter des repas, de réduire les tailles de portions, qui vont avoir en fin de mois obligés de manger différemment parce que à partir du 15 du mois, ils ont plus de quoi acheter, de quoi manger. Et donc ces individus-là, en fait, on s'est rendu compte quand on creuse qu'ils ont beaucoup moins d'ustensiles de cuisine. Quand on prend les 4 principaux ustensiles, eh bien dans cette population-là, j'en ai les 2/3 qui n'ont pas, qui ont entre 0 ou 1 ustensile parmi la bouilloire, parmi la plaque et parmi le four et le réfrigérateur. Donc en fait, ils n'ont pas de quoi faire la cuisine. Et donc en fait, on calque des injonctions qui ne peuvent pas aider des gens qui, chez les étudiants, c'est 45% qui sont en insécurité alimentaire. Les étudiants, ils vivent dans 30 mètres carrés et ils n'ont pas de quoi faire la cuisine. Donc il y a une vraie problématique de cette injonction qui est notamment cette recommandation qui est faite
vous-même à manger, parce que on ne peut pas, et il y a aussi une partie de la population, notamment des hommes seuls, qui sont dans cette insécurité alimentaire. C'est fortement représenté chez eux. Et les hommes seuls, ils n'aiment pas du tout faire la cuisine, tout simplement parce qu'ils l'ont jamais faite. Et qu'en effet, comme l'a rappelé Nicole, 75% de la cuisine, c'est fait par des femmes. Donc quand les hommes sont seuls parce qu'ils ont un incident dans leur vie, ils ne savent pas du tout faire la cuisine. C'est pas une perspective très, très enthousiasmante, effectivement. Peut-être, Daniel, avez-vous une autre point de vue? Faut pas désespérer. D'accord, parce que oui, parce que je me dis, il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'on peut dire. Alors, premièrement, on est en France. Il faut savoir quand même en France, c'est un pays où il y a une culture culinaire qui est très très forte, qui n'est plus forte au monde, avec d'autres pays. On sait, bon, par exemple, les pays du pourtour méditerranéen, c'est tous des pays avec des très fortes cultures culinaires. Alors c'est vrai, en Chine, au Japon, enfin, il y a tout un tas de zones dans le monde, et la France fait partie quand même des pays en tête sur ces problèmes culinaires. Ce qui veut dire, il y a quand même dans la culture collective des notions culinaires, des notions de cuisine, des notions d'équilibre alimentaire. Par exemple, quelque chose qu'on peut faire, on demande, ça marcherait encore maintenant à n'importe quel Français, composez-moi un repas, ils savent à peu près le faire quand même. On dit, il va y avoir une entrée, il va y avoir un plat, il va y avoir un peu de viande, pourquoi pas, un dessert. Et puis quand on regarde l'équilibre nutritionnel qui est derrière, il est pas si mal que ça. C'est-à-dire, alors on retombe sur la question qu'a un peu abordée Nicole d'ailleurs. C'est pas que les gens obligatoirement savent pas, c'est qu'ils font pas obligatoirement, quoi. Mais on n'est pas très loin. Ça veut dire que on peut pousser. Alors ensuite, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Quand on dit il faut augmenter la consommation, alors les fruits encore ça va, parce qu'en général on les mange pas cuits la plupart du temps, mais les légumes ça pose un problème, oui. Parce qu'on sait maintenant, par exemple les grandes surfaces, vous savez très bien, ils vont offrir certains légumes, mais en fait les gens les achètent pas. C'est pas parce qu'ils aiment pas, c'est pas parce qu'ils veulent pas, mais c'est ils savent pas comment les cuisiner. Je veux dire, je voyais un exemple sur le chou-fleur, je sais plus dans quelle grande surface. Il disait en effet. Alors ça veut dire qu'il faudrait peut-être maintenant, en association avec la vente de légumes, qu'il y ait quelques recettes, mais alors simples évidemment, pour les hommes, comme tu disais, qui savent pas cuisiner, mais bon, faire bouillir des choux, des choses comme ça, c'est pas assez volumineux. Voilà, donc il faut pas désespérer. Il y a quand même des solutions qu'on peut trouver. Et puis ensuite, bon, il y a les conserves. Les conserves. En général, c'est assez bon, ça conserve, quand elles sont bien faites, ça conserve les nutriments, les vitamines, les minéraux, donc c'est très bien. Et puis pourquoi pas avoir régulièrement des plats cuisinés, c'est pareil. On va pas dire les plats cuisinés, c'est pas mauvais en soi, quoi. C'est-à-dire, on peut très bien le moment où on n'a pas le temps de cuisiner, etc. Avoir des plats cuisinés. Il y a même des surgelés qui sont très bien, etc. Donc il faut pas désespérer, il y a des solutions. Il faut un petit peu quand même remonter le niveau de connaissance culinaire, que les gens prennent l'habitude, alors même ceux qui aiment pas trop, de cuisiner un peu, il y a des choses qui sont quand même pas très difficiles à cuisiner, et on peut arriver avec ces différentes façons de faire à des équilibres nutritionnels qui sont corrects, quoi. Mais brièvement, pour revenir sur notre question, merci beaucoup, mais pour revenir sur notre question principale, point de départ, quelle solution pour vraiment aider à concilier, on en voit quelques-uns ici, là, les recommandations nutritionnelles, les objectifs environnementaux, les enjeux de production agricole, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pouvoir d'achat, et puis pas ne plus avoir envie de manger, parce que le plaisir, il doit être quand même présent dans l'assiette aussi et dans le fait de manger. Alors on fait quelle solution? Enfin, il n'y a pas une seule solution, c'est une approche globale de l'alimentation, positive, bienveillante. Et en fait, les mots-clés de la nutrition depuis toujours, c'est modération, diversité, équilibre. Et en fait, on voit de plus en plus, avec toutes les études qui s'accumulent, que ces trois mots-clés, ils restent valables dans le cadre d'une alimentation durable. Donc durable, ça veut dire quoi? Si c'est ce qu'on a écrit sur notre unique diapositive, il faut qu'elle soit à la fois bonne pour la santé de l'humain, la santé de la planète, et abordable, économiquement viable et aussi acceptable. Donc ça, c'est très important parce qu'effectivement, si elle n'est pas acceptée, elle n'est pas adoptée et il n'y aura pas d'alimentation durable. Donc moi, je pense que il n'y a pas de solution miracle, mais si on garde juste ces trois mots-clés, diversité, équilibre et modération, on a fait une bonne part du chemin.
D'accord. Donc ça, c'est vraiment pour l'approche de conceptuelle, équilibre, Modération, modération et diversité. diversité. Absolument. D'accord. Et pratiquement, ça donne quoi concrètement? Alors, concrètement, en effet, il faut, selon les catégories de population, c'est ça qui est difficile, en effet, hein, et en termes d'adaptation à ces grands changements, il faut en effet que on arrive à faire à la fois des politiques publiques, mais qu'aussi les industriels arrivent à guider les consommateurs pour ceux qui vont consommer trop de viande, les aider à aller vers une alimentation plus végétalisée, parce que rappelons-le, hein, il y a quand même 70% des Français qui ne suivent pas la recommandation de mangeons 5 fruits et légumes par jour, et c'est sans doute là-dessus qu'il faut que ceux qui en consomment peu, avec l'inflation, ça a beaucoup diminué la proportion de gens qui va arriver à manger tous ces produits-là pour des raisons, on l'a dit, de savoir culinaire, de budget, parce que ça coûte plus cher d'avoir une alimentation saine, hein, c'est ce que nous a montré tout à l'heure Nicole. Donc il faut arriver à proposer des choses qui en effet soient très diverses, puisque c'est la culture française. On ne sait pas manger sans avoir une variation et une diversification de notre alimentation. Donc il faut arriver à plusieurs façons de regarder l'alimentation, que ce soit très global et que ce soit sur tous les aspects, que ce soit en effet la partie durable, le sustainable, la partie santé, la partie bien-être animal, c'est ça qui préoccupe les consommateurs. Et finalement, le chemin que font les consommateurs, il est finalement pas si rapide que dans d'autres secteurs, parce que il faut qu'en effet il y ait des actions de la part des industriels, de la part des pouvoirs publics, et c'est que comme ça que ça change. Ça suffit pas de compter sur les consommateurs pour faire évoluer les choses. Ils iront pas naturellement vers des produits plus sains quand ça coûte plus cher, et ils connaissent pas notamment la façon de cuisiner, de varier leur alimentation, surtout en ce moment où on a vraiment eu un coup d'arrêt au progrès qui a été fait en raison de l'inflation. Merci beaucoup. Je m'y repère un peu plus dans ce nouvel omnivore qu'on définit un petit peu là, mais quel impact sur l'agriculture, quelles orientations prendre justement pour nourrir ce nouvel omnivore? D'ailleurs, c'est une question pour Jean-Louis, avec cette vidéo. Oui, donc quand on en vient sur ces questions d'équilibre, on voit bien qu'il faut que l'agriculture française redéveloppe la production des légumineuses pour subvenir aux besoins du consommateur. C'est pas si simple que ça, parce qu'aujourd'hui on en produit très peu de légumineuses, et en fait si on en produit très peu, c'est parce que les agriculteurs préfèrent produire des céréales qui ont des rendements bien plus élevés, bien plus réguliers d'une année à l'autre. Donc il va falloir qu'il y ait des incitations financières pour aider au développement des légumineuses. Alors actuellement dans la PAC, il y a effectivement un petit peu d'argent, c'est 2% qui est mis sur les légumineuses, mais manifestement c'est pas suffisant pour conduire à un changement de comportement des agriculteurs producteurs de ces graines. Et puis les légumineuses, c'est aussi des légumineuses fourragères. Alors là, celles-là, elles ne sont pas pour nous, tout de suite dans notre assiette, mais elles servent à produire le lait, la viande qui viendra aussi dans notre assiette. Alors là, on a aussi une autre difficulté, c'est ce que je disais tout à l'heure, il nous faut un élevage repensé, bien en complément des cultures, mais il y a aussi la question du prix. On voit bien qu'aujourd'hui, le consommateur, ce qu'il recherche, c'est du premier prix. Et aujourd'hui, finalement, une grosse partie de la viande que l'on mange chez nous, elle est plus produite chez nous, elle est importée. Hein, la moitié de la viande de poulet que l'on mange, c'est même 70% dans la restauration employée, est importée du Brésil, d'Ukraine, enfin d'autres pays. Elle n'est plus produite chez nous, ce qui pose quand même un problème et qui heurte là une vision, on va dire, un peu idyllique de l'agriculture. Le consommateur, le citoyen voudrait bien des élevages extensifs, peu productifs, mais en même temps, il veut de la protéine animale pas chère, enfin, qu'il puisse acheter. Donc, il va falloir qu'il y ait de l'élevage intensif quand même. Et comment gérer cette difficulté? À mon avis, il faut les deux types d'élevage. Des élevages plus intensifs qui répondent à un marché, entre guillemets, de commodité, donc plutôt bas prix, en quantité suffisante pour nourrir les consommateurs français, et des systèmes qui vont vers des qualités plus haut de gamme, alors qualité au sens impact sur l'environnement, parce que l'aspect qualité nutritionnelle, que la viande vienne d'un type d'élevage ou d'un autre, il n'y a pas beaucoup de différence, si ce n'est chez
Chez les ruminants, quand on est en système herbagé, on a des produits beaucoup plus riches en oméga 3 notamment. Mais cette différence mise à part, elles sont assez peu sensibles sur les aspects nutritionnels. Par contre, sur les aspects environnementaux, elles le sont de façon très importante. Donc là aussi, je redirai un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut retrouver un élevage qu'on peut qualifier de durable, que je qualifierais plutôt moi de responsable, c'est-à-dire qu'il produit ce qu'il a besoin dans les limites de la planète, il rend service à la biodiversité, il contribue à la vitalité des territoires ruraux, au bien-être des animaux bien sûr, mais aussi des éleveurs, et puis il produit des services écosystémiques en recyclant les biomasses végétales qui ne sont pas consommables par l'homme. Donc je pense que c'est là où on va retrouver l'équilibre entre l'élevage et les cultures à travers notamment des outils de politique publique, soutien aux légumineuses d'un côté et soutien plus marqué à certains types d'élevage, par exemple via des paiements pour services environnementaux, ce qui inciterait les éleveurs à aller, notamment ruminants, à aller vers plus d'herbes, parce que c'est les systèmes herbagers qui produisent ces services environnementaux qui sont reconnus par la société. Beauté des paysages, biodiversité, circulation des flux d'eau, on voit bien avec par exemple en ce moment, avec toutes les inondations, s'il y avait plus de prairies, plus de zones humides, plus de haies, il y aurait peut-être des flux d'eau mieux régulés. Voilà. Merci. Et merci à vous, Jean-Louis, d'être avec nous par ces vidéos. Alors, un mot très bref pour conclure, parce qu'on a bien compris la direction et pour le nouvel omnivore et aussi pour cette agriculture qui doit venir aider. Un mot de conclusion pour... Oui, je pense que tout le monde est un peu venu là-dessus. De toute façon, l'alimentation, elle doit être associée à une consommation de produits variés, diversifiés. Et c'est à travers cette diversification, cette variété, qu'on peut faire des substitutions. Donc là, on ne parlait pas de supprimer la viande, mais de la baisser. Mais à côté, évidemment, il faut aller jouer sur les complémentarités possibles entre les différentes sources alimentaires. Alors par exemple, l'exemple des céréales versus les légumineuses, c'est un bon exemple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de céréales, parce qu'il y a beaucoup de céréales qui sont produites dans l'alimentation. Ça serait bien d'avoir un peu plus de légumineuses. Ça implique évidemment l'intervention de l'agriculture et ensuite la commercialisation, mais ensuite de savoir utiliser aussi ces légumineuses dans le cadre de la préparation des repas, quels qu'ils soient. Et puis, pour conclure aussi, l'alimentation, elle n'est pas toute seule au milieu du reste des modes de vie, Et donc, il y a des règles, par exemple, d'hygiène de vie qui sont très importantes. Tout le monde connaît le refrain de dire marcher une demi-heure par jour, etc. Mais c'est la réalité, c'est-à-dire la nutrition ne permet pas d'avoir un bon équilibre de santé si on a une activité physique qui est trop faible. Les sédentaires, de toute façon, ils vont prendre du poids, voilà. Donc, il faut qu'il y ait le niveau d'activité qui soit à un minimum. Le minimum, quand on dit une demi-heure de marche rapide par jour, c'est pas du tout au hasard, on n'a pas comme ça pris le vent. C'est qu'on sait que statistiquement, d'après les études épidémiologiques, à partir d'une demi-heure de marche rapide par jour, statistiquement, ça a un effet sur la santé. Évidemment, après, il faut que l'alimentation accompagne ça aussi. Voilà. D'accord. Et finalement, on voit sur votre slide équilibre et nuance pour une vision holistique et positive de l'alimentation. C'est un beau résumé, mais quelque part, c'est exactement le message que vous souhaitez faire passer. Bon. On a peu de temps pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a des questions. Je vous invite à les poser directement à nos experts, directement en sortie de scène, puisque nous avons un programme, et j'en suis navré, c'est une discussion passionnante. Je vous remercie 1000 fois de nous avoir confié votre expertise. On peut les applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup.